Voilà, donc nous allons reprendre immédiatement donc nos travaux dans le cadre de cette deuxième partie de cette demi-journée, consacrée cette fois non plus à la réparation individuelle, mais à la réparation au plus large donc, du tissu social, à savoir comment construire son présent et se projeter dans l'avenir. Et donc je tiens à remercier vivement donc les deux intervenants prévus pour cette thématique, à savoir M. Cala et mon collègue le professeur Xavier Philippe, étant entendu que le dernier intervenant, le professeur Macias, est retenu par ailleurs puisqu'il est malheureusement souffrant et il ne peut donc participer à nos débats. Voilà, donc à l'issue, bien sûr, des développements, nous pourrons débattre et vous pourrez donc solliciter les intervenants de par vos questions pour ensuite céder à titre conclusif la parole donc à notre invité, donc le professeur Sands, pour traiter notamment des interactions entre à la fois reconstruction individuelle et collective. Voilà, donc je vais céder immédiatement la parole à M. Cala, donc sur la thématique de l'assemblage du tissu social par le lien qui délie. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup, ainsi que Madame Sayar pour cette invitation et qui m'a fait le plus grand plaisir, même si, à vrai dire, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas internationaliste, je ne suis pas pénaliste, je ne connais pas grand-chose à toutes les questions qui nous intéressent aujourd'hui. J'ai simplement eu l'occasion de travailler sur un sujet à une période déterminée, d'ailleurs une occasion qui nous a été commune avec Xavier Philippe, et c'est sur cet objet que je vais revenir brièvement pour vous faire apercevoir peut-être une manière d'envisager la question de la réparation du lien social, du tissu social, autrement que par le biais de la justice pénale, quelque chose qui soit alternatif à la possibilité d'une justice pénale, qui était pour le moment à peu près exclusivement envisagée jusqu'à maintenant. Alors, il se trouve que mon titre n'aide pas à savoir de quoi je vais parler, parce qu'évidemment, il a un côté un peu obscur, et je voulais simplement préciser le fait que l'expression « le lien qui délie » est une expression forgée par Marcel Gauchet pour parler de la théorie de la loi chez Rousseau. La théorie de la loi, expression de la volonté générale, le modèle républicain classique traditionnel de la loi souveraine envisagée dans un cadre national. Le lien qui délie, pourquoi ? Parce que chez Rousseau, la loi se conçoit comme étant une manifestation de la souveraineté et de la volonté générale avec laquelle l'individu est en rapport immédiat et exclusif, c'est-à-dire que chaque citoyen est à la fois auteur et sujet de la loi, et du fait de cette confrontation qu'on pourrait qualifier de bilatérale à la loi, évidemment unilatérale, ça serait une expression plus appropriée pour parler de la loi, mais enfin ce que je veux dire c'est que ce face-à-face du citoyen et de la loi est quelque chose qui garantit dans une certaine mesure le maintien à la liberté originaire, celle de l'état de nature, c'est-à-dire le maintien de la possibilité de solitude, le fait de ne pas être asservi par son voisin, par son concitoyen, le fait qu'on puisse en gros échapper à la société civile. D'être confronté à la loi permet de se délier du lien intersubjectif, de l'intersubjectivité. Et c'est ce modèle du lien qui délie, du lien que la loi déploie en faveur d'un tissu social qui est garanti par le fait que les individus ne cherchent pas à s'entendre entre eux, intersubjectivement, par la voie dialogique, est quelque chose qui me semble caractériser un modèle dont il a été question incidemment, notamment avec l'intervention tout à l'heure de Mme Sayar, mais pour lequel on pourrait s'attarder peut-être plus longuement, qui est le modèle Vérité-Réconciliation d'Afrique du Sud. Ce modèle a en effet des caractéristiques nombreuses et très très frappantes, et qui contraste fortement avec tout ce qu'on a pu voir relativement à la justice pénale internationale. D'abord, précisément, il ne s'agit pas de justice, ou il ne s'agit pas de justice pénale, puisqu'il s'agit, dans le modèle sud-africain, précisément de renoncer au procès en garantissant l'administration de l'amnistie à celui
qui prend l'initiative de venir reconnaître les crimes dont il est l'auteur. Deuxièmement, ce n'est pas non plus de la justice internationale pour la raison que c'est un système mis en place par la Constitution sud-africaine dans un cadre strictement de droit interne et d'ailleurs à l'encontre précisément des vœux les plus chers de la société internationale. Alors pour expliquer tout ça, il faut se rappeler évidemment qu'en 1993, quand la constitution dite provisoire a été adoptée par le pouvoir constituant sud-africain, à l'issue d'une négociation entre les dirigeants du gouvernement d'apartheid et le parti de Mandela, lorsqu'un compromis était trouvé entre les adversaires, ou même on pourrait dire les ennemis de ce qui était une guerre civile, il a été décidé d'un commun accord, de manière qui convenait à tout le monde au sein de la société sud-africaine, qu'on ne donnerait aucune suite à l'idée selon laquelle il aurait été commis en Afrique du Sud des crimes contre l'humanité qu'il conviendrait de poursuivre selon la logique de crimes contre l'humanité, notamment la logique de la justice pénale internationale. L'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution pour qualifier le régime d'apartheid de crime contre l'humanité, ou en tout cas l'apartheid comme étant un crime contre l'humanité. Et précisément, ce qui est décidé, c'est de ne surtout pas raisonner à partir de la logique du crime contre l'humanité, de ne surtout pas raisonner en considérant qu'il y a les auteurs d'un crime qui doivent être poursuivis, qui plus est à la faveur d'un régime d'imprescriptibilité qui proviendrait de la qualification juridique de crime contre l'humanité, et qu'il y aurait en face des victimes. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des criminels et des victimes, il s'agit de dire qu'il y a, et que les crimes qui ont été commis étaient des crimes contre l'humanité, il s'agit de dire, et c'est dit en toutes lettres dans le postambule de la Constitution provisoire de 1993, qu'ont été commis au sein de la société sud-africaine pendant la période d'apartheid, et ce, dans toutes les parties de la population, et par toutes les parties de la population, de graves violations des droits de l'homme. C'est ça l'expression qui est employée dans le texte du postambule de la Constitution de 1993 sud-africaine. De graves violations des droits de l'homme. Et ces graves violations ont été commises de l'avis des protagonistes, non seulement par les représentants du gouvernement d'apartheid à l'égard de la population noire, si on veut dire les choses de manière assez schématique, mais ces violations des droits de l'homme, pendant la période d'apartheid, ont été également commises par les Noirs de l'ANC, de Mandela, à l'égard de ceux contre lesquels il luttait, c'est-à-dire contre la population blanche minoritaire, voire contre d'autres Noirs, c'est-à-dire contre d'autres partis de résistance qui pouvaient entrer en concurrence, retrouver dans une situation de rivalité et donc être fautifs de violences exercées les uns contre les autres. En gros, ce qui est reconnu par les Sud-Africains, entre les différents protagonistes sud-africains qui se réunissent dans le moment très particulier de cette transition entre 1993 et 1996, moment où est adoptée la Constitution définitive et entre en vigueur le régime sud-africain actuel. Dans cette période de transition, on sort des régimes, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais finalement, ce qui est le plus proche du modèle étudié ce matin, c'est-à-dire de l'Allemagne nazie, c'est encore l'Afrique du Sud de l'apartheid. Il s'agit d'un régime raciste, pratiquant la discrimination raciale de manière officielle pour distribuer le pouvoir politique et administratif au sein de la société. Donc, on est vraiment dans ce qui s'approche finalement de la manière la plus évidente de ce qui a été qualifié de crime contre l'humanité à Nuremberg. Et précisément, ce qu'on en conclut, c'est qu'on ne va surtout pas suivre ce modèle, mais qu'on va traiter le passé, l'expérience de l'apartheid, comme étant une expérience où tout le monde a quelque chose à se reprocher, où tout le monde a des crimes sur la conscience, qui peuvent être qualifiés de graves violations des droits de l'homme, c'est-à-dire de crimes, non pas contre l'humanité, mais contre tout simplement la démocratie, contre l'éthique démocratique minimale qui est de reconnaître des droits fondamentaux aux individus, les droits de l'homme, et que ces crimes contre, dans une certaine mesure, l'esprit du constitutionnalisme traditionnel du XVIIIe siècle, sont des crimes contre les droits des individus, sont des crimes qui ont rendu impossible l'instauration de la démocratie et les conditions d'instauration pour la première fois dans l'histoire sud-africaine de la démocratie
la condition sera de tout simplement faire que la population dans son ensemble parvienne à la reconnaissance de ces crimes sans que s'opposent les bons aux méchants. Et comment faire concrètement pour qu'une telle opération de reconnaissance par une société tout entière des divers crimes qui ont pu être commis en fonction des circonstances et qui puissent être aperçus comme des crimes contre la démocratie, par ce mécanisme de vérité et réconciliation que la Commission a permis d'exercer, enfin de mettre en œuvre, commission présidée, comme vous savez, par Desmond Tutu, c'est-à-dire par une autorité religieuse, ce qui est tout à fait singulier, qui plus est chrétienne, dans un monde africain, décalage qui a été commenté sous un angle critique et dubitatif par Jacques Derrida, dans un papier très intéressant sur ce point. Et opération qui consiste à dire, dans la période d'apartheid, ceux qui auront sur la conscience des crimes de nature politique, d'ordre politique, et qui viendront devant la Commission Vérité et Réconciliation prendre l'initiative de les reconnaître, c'est-à-dire finalement de les avouer, si donc il y a de leur part un aveu, et si cet aveu est intégral, s'il n'est pas fait avec de la restriction, alors cet aveu sera récompensé par la carotte d'une amnistie, c'est-à-dire par la garantie qui sera apportée que l'intéressé ne sera pas poursuivi. Que donc il échappera à la justice pénale. Ce qui veut donc dire que le système n'est pas complètement alternatif au système de la justice pénale, puisqu'au contraire, il y a la garantie de la poursuite devant la justice pénale dans le cas où l'aveu n'aurait pas lieu, et dans le cas où les crimes seraient découverts par des tiers. Mais si celui qui a des choses à se reprocher prend les devants, ne cherche pas à passer entre les gouttes et à éviter qu'il puisse être démasqué par des tiers, s'il en prend l'initiative, alors l'amnistie lui est accordée de manière automatiquement prévue par les textes, et c'est la Commission Vérité et Réconciliation qui fait dans une certaine mesure, distribution de la carotte. Et de ce mécanisme est censé résulter ce qui a été appelé par les Sud-Africains la réconciliation. C'est ça, la réconciliation. Alors vous allez me dire, oui, mais dans cette commission, comme les choses se sont en effet passées concrètement, on a pu voir se rencontrer physiquement non seulement des auteurs de crimes qu'on appelait perpetrators, mais aussi leurs victimes qui se sont confrontés physiquement. Les victimes sont venues voir, enfin en tout cas les familles des victimes, les bourreaux, venir non seulement reconnaître les faits qu'ils avaient commis, mais même, dans une certaine mesure, expliquer en s'étendant largement sur leur motivation raciste, qui, par conséquent, infligeait aux victimes une sorte d'obligation d'écouter quelque chose d'insupportable, et qui, évidemment, posait le problème de savoir si on devait, à tout ce que j'ai dit, ajouter une condition qui est que ces victimes pardonnent à leurs bourreaux. Évidemment pas. C'est ça toute originalité du mécanisme sud-africain, c'est que l'amnistie, comme le nom l'indique, n'est pas du pardon, n'est pas de la grâce, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, mais pas au sens juridique du terme, la grâce au sens philosophique du terme, il ne s'agit pas d'un pardon, ce n'est pas de la victime que provient l'initiative de dire qu'on fait comme si rien n'était arrivé, ou en tout cas on ferme les yeux, c'est l'État sud-africain qui fait cette opération d'oubli. Quant à la victime, elle est supposée être dans une certaine mesure embarquée dans un élan de réconciliation, mais il est clair qu'avec une telle procédure, la victime, finalement, apparaît, dans le meilleur des cas, comme étant entièrement passive, comme étant mise à l'écart du mécanisme dit de réconciliation. Elle peut même être, en réalité, purement et simplement forcée d'adhérer, et que cette adhésion, dans cette mesure, ce consentement de sa part, ne puisse se formaliser que par tout simplement l'obéissance à la loi, c'est-à-dire le fait d'accepter l'amnistie qui a été accordée, et donc ne pas chercher à se faire vengeance.
puisque dans l'hypothèse où elle chercherait à se faire vengeance, ou à se venger, pour parler de manière plus correcte, la victime pourrait de son côté être précisément poursuivie pour braver la décision prise par la Commission Vérité et Réconciliation. Donc un tel modèle est un modèle qui, à divers égards, est choquant. Il est moralement choquant, puisque non seulement on met tout le monde sur un même plan, on traite tout le monde sur un même pied. Il n'y a pas, en gros, si on transposait ce modèle à l'Allemagne nazie, on pourrait dire que non seulement on pourrait imaginer que des criminels nazis qui n'avaient pas été encore découverts pourraient venir prendre l'initiative d'avouer leurs crimes pour obtenir l'amnistie en échange, mais que même des résistants au nazisme pourraient venir obtenir la même amnistie pour des crimes qui auraient été, enfin, des interventions, disons, violentes qu'ils auraient pu conduire ou mener dans leur lutte contre le nazisme. Deuxièmement, évidemment, le fait que, précisément, ce qui, de l'aveu, découle comme une sorte de conséquence irrépressible, c'est le fait qu'il n'y ait pas de poursuite pénale, mais qu'il y ait de l'impunité, que par conséquent, il y ait immédiatement après la dévolution de l'amnistie, la possibilité de se retrouver quand on était victime, je sais pas, dans le métro, dans la rue, ou dans un magasin, ou dans son bureau, en présence de son bourreau, de son ex-bourreau, ou du bourreau de sa femme, ou de son fils, ou de toute sa famille, sans qu'il soit possible, dans une certaine mesure, d'émettre la moindre protestation. C'est évidemment quelque chose qui apparaît comme une sorte de violence à l'égard de la victime, une seconde violence. Bon, ce qui me semble aussi être caractéristique, pour terminer, de ce modèle, c'est qu'il est purement national. Il est mis en place par la Constitution sud-africaine et comme un pied de nez à la société internationale, qui n'est pas du tout invitée à venir émettre le moindre jugement, à y mettre son nez, à s'ingérer, pour reprendre cette fameuse expression de droit d'ingérence qui a été très largement invoquée pour l'instauration de la justice pénale internationale. Donc on est dans quelque chose qui va à l'encontre complètement du modèle de la justice pénale internationale. Je trouve ce modèle particulièrement intriguant, particulièrement intéressant, non seulement parce qu'en pratique, il permet d'observer un décalage extraordinaire entre ce qui a été mis en place juridiquement par la Constitution sud-africaine et ce que l'éthique semble exiger, qu'on voit au contraire être brandi très très largement dans le cadre de la justice pénale internationale. Et en même temps, on peut avoir de bonnes raisons de penser, si on envisage les choses sous un angle théorique, mais ce que je ne vais pas faire maintenant parce que je n'en ai pas le temps, puis aussi parce que ce n'est pas tout à fait l'objet, on a des bonnes raisons de penser, d'un point de vue théorique, que ce modèle puisse être peut-être plus efficace que celui que les Européens en particulier ont privilégié avec la justice pénale internationale, les Européens dans l'après-nazisme, mais aussi dans la période immédiatement consécutive à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi notamment, par exemple, dans le cadre national français, avec toutes ces cours... ce n'est pas la justice pénale internationale, c'est la justice pénale. En gros, c'est la question de la justice pénale qui, en elle-même, apparaît comme étant le contre-modèle par rapport à l'Afrique du Sud. Et le cas de l'Afrique du Sud me semble s'appuyer, en réalité, sur des éléments qui lui garantissent une efficacité plus grande a priori. Alors, à vrai dire, pour parler d'efficacité dans ce domaine, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour savoir ce qui est ou non le plus efficace. C'est-à-dire, en gros, et d'ailleurs, je ne sais pas trop comment on peut le mesurer, le degré de réconciliation concrètement opéré dans les différents États qui ont eu recours à telle ou telle procédure. Je ne sais pas comment on peut faire de telles mesures. Mais Xavier, qui est un très très bon connaisseur de l'exemple sud-africain, doit pouvoir nous dire si la procédure vérité et réconciliation peut apparaître comme étant satisfaisant du point de vue de l'efficacité. Je ne sais pas. Le fait est en tout cas que ce qui me semble, et je voudrais juste bénéficier de quelques 3-4 minutes, pas plus, pour développer ce point, ce qui me donne le sentiment d'être la garantie d'un succès probablement mieux assuré dans le cadre d'une procédure comme celle d'Afrique du Sud, c'est le fait que tout repose sur l'aveu. En effet, l'aveu, qui dans le cas d'espèce n'est pas simplement celui du perpetrator qui, par son aveu, obtient au sein d'une sorte de marché le bénéfice de l'amnistie, mais il y a un aveu aussi de la part de la victime, puisque finalement, la victime
qui, dans une certaine mesure, n'est pas véritablement appelé à participer activement à la réconciliation de la société sud-africaine, la victime est, dans une certaine mesure, convient à faire qu'une seule chose, c'est à, que je le disais tout à l'heure, obéir. C'est-à-dire ne pas se rebeller, ne pas entrer en résistance contre le verdict de la commission de vérité et réconciliation. Bref, s'abstenir de toute vengeance. Mais ce faisant, la victime, dans une certaine mesure, implicitement au moins, avoue quoi ? Tout simplement qu'il lui est, et c'est très exactement ce qu'illustrait le film qu'on a vu dans la matinée, l'impuissance de l'individu à opérer la réconciliation par ses propres moyens. C'est-à-dire, la victime, précisément, comme le faisait remarquer aussi Jacques Derrida dans un texte très célèbre consacré au pardon, si la victime peut jouer un rôle, c'est évidemment en pardonnant, mais le problème du pardon, c'est que le pardon, il n'y en a véritablement que lorsque ce qui est à pardonner ne l'est pas pardonnable. Le pardon ne se conçoit véritablement que de l'impardonnable, et très clairement, dans le genre de crimes atroces ou d'atrocités de masse auxquels nous sommes confrontés dans tous les cas que nous observons aujourd'hui, c'est évidemment la chose au monde la plus insurmontable que d'espérer que la victime puisse pardonner. De même que c'est la chose la plus insurmontable qu'on puisse espérer que le fils d'un bourreau puisse condamner son père. En fait, tout ça, c'est des questions vraiment qui démontrent quoi ? La faiblesse de l'individu, la faiblesse de la nature de l'homme, qui est que dès que le lien affectif... vous comprenez, je ne peux pas pardonner à l'auteur de l'assassinat de mon fils, tout comme je ne peux pas me réduire à condamner l'assassin s'il est mon père. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la question du lien sentimental qui relie les individus au sein d'une famille perturbe passablement la possibilité d'opérer une réconciliation de la société. C'est-à-dire de ce qui fait précisément un lien qui n'est pas le lien affectif des proches, mais qui ne peut être qu'un lien de citoyenneté, qui donc doit être débarrassé de tout affect pour pouvoir se concevoir. En fait, cette réflexion, elle est non pas sur le lien en général, mais plutôt sur la nature du lien, ou, pour être plus précis, sur la nature peut-être du rapport à autrui qui convient. Quel est cet amour ou cette amitié qu'on doit nourrir pour autrui ? S'agit-il d'éros, d'agapé ou de... C'est évidemment la question centrale. Et donc, pour conclure, excusez-moi, c'est tout à fait en désordre, je suis venu sans notes, mais c'est parce que je savais d'avance que si je lisais mes notes, on y serait encore 2 heures plus tard. Donc, je conclus vraiment pour simplement essayer de justifier le fait que s'il y a une réussite peut-être plus nette à apercevoir dans le cas de l'Afrique du Sud, ou en tout cas qu'on peut espérer obtenir dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est en raison du fait que l'aveu est quelque chose qui conduit à diriger contre soi-même une parole qui vient de l'extérieur et qui est une parole d'accusation. Dans le cas du droit pénal, la question s'aperçoit rapidement. C'est-à-dire que j'adhère à une parole qui me désigne comme étant l'auteur de faits qui mérite la punition, et ce faisant, j'admets que la punition puisse être appliquée sans que je résiste à cette punition, puisque je me fais le co-auteur de cette parole. J'aligne ma parole sur celle d'autrui m'ayant précédé dans la désignation de mes actes et dans la caractérisation des actes dont je suis l'auteur. C'est ce qu'on appelle l'homologation. Homologia, en grec, ça veut dire aveu. Cette homologation est quelque chose qui donc permet... alors, il y a d'autres aveux. Yann Thomas a fait une étude de la notion d'aveu en droit romain, aussi bien dans le domaine civil, dans le domaine militaire que dans le domaine pénal. Dans le domaine militaire, l'aveu dont parle Yann Thomas est quelque chose qui permet d'apercevoir en profondeur de quoi on parle. Il explique qu'à Rome, le général victorieux ne pouvait exercer ses droits de vainqueur à l'égard du vaincu, notamment son droit de vie et de mort, et aussi son droit de grâce à son égard, et ne pouvait bénéficier de la reconnaissance de la qualité de vainqueur de la part de Rome, c'est-à-dire la possibilité de bénéficier du triomphe, qu'à la condition exclusive, que le vaincu avoue sa défaite. Et que cette exigence d'aveu du vaincu de sa défaite
était d'autant plus grande que, en fait, le rapport de force était à l'avantage du vainqueur de manière écrasante. Plus le vainqueur était, dans une certaine mesure, incontestable en fait, plus il était nécessaire qu'en droit, pour que le fait se transforme en droit, plus il était nécessaire que le général vaincu avoue sa défaite. Ce qui vous sous-entendait que le vainqueur n'accédait pas à la reconnaissance officielle de vainqueur tant que le vaincu n'avait rien avoué, et ce qui était une manière de dire que ce n'est pas parce que celui qui a été vaincu a perdu les moyens de se défendre que pour autant il a perdu la parole et qu'il a perdu la possibilité de refuser d'avouer. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus les moyens de se défendre et de résister qu'on ne peut pas continuer de dire « néanmoins je résiste, je continue ». En gros, ce n'est pas parce qu'on est très faible qu'on ne peut pas continuer par une sorte de défi de dire « je n'avoue pas la victoire du plus fort, ne serait-ce que parce que je ne m'incline pas devant la force brute ». Et précisément, la force brute cesse d'être la force brute quand l'aveu a été consenti par le vaincu. Mais, naturellement, ce qui incline le vaincu à reconnaître qu'il ne s'agit pas de force brute, c'est précisément la force brute. C'est-à-dire, l'aveu, c'est lorsqu'on a intérêt à le faire. L'aveu, c'est lorsqu'on a l'espoir d'obtenir soit un bien, par exemple l'amnistie, soit la diminution d'un mal, c'est-à-dire le fait que, par exemple, on me torture un peu moins que ce qu'on a fait jusqu'ici pour me m'incliner à avouer. C'est-à-dire qu'il y a dans l'aveu quelque chose d'extraordinaire qui est un mixte du pur et de l'impur, du pur de l'autonomie de la volonté, qui conduit à ce que quelqu'un puisse toujours dire qu'il refuse d'avouer, mais l'impureté aussi de la force qui est déployée pour inciter celui dont on espère obtenir l'aveu à passer à l'acte. Cette espèce de mélange entre la souveraineté de la volonté souveraine et de la force qui s'exerce pour incliner cette volonté à pencher dans un sens plutôt que dans un autre est le propre de l'aveu, c'est-à-dire le propre d'une parole qui n'est pas de l'initiative du locuteur, mais qui est la réponse de l'interlocuteur à l'égard d'une parole qui l'a concernée, qui l'a visée de l'extérieur. Bref, je termine. Évidemment, la Constitution sud-africaine de 93-96 et la loi qui en est résultée, qui a mis en place la Commission Vérité et Réconciliation, c'est tout un ensemble de dispositions qui ont été imposées à la société sud-africaine et à laquelle la société sud-africaine n'a pas été capable, par ses propres moyens, de se substituer par une réconciliation mutuelle. La réconciliation a été décidée par le droit sud-africain et c'est probablement grâce à ce droit sud-africain, ce droit unilatéral du droit constitutionnel sud-africain, qu'on peut dire que l'aveu a été rendu possible en tant que concept et que donc la Commission Vérité et Réconciliation a pu, dans la logique de l'aveu, produire efficacement une réconciliation au sens juridique du terme et non pas au sens psychologique du terme. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, je n'ai pas été d'une grande clarté, je le sens. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, il est vrai que cette approche quant à l'Afrique du Sud, justement, avait été l'objet d'une discussion que j'avais pu avoir avec Simone Veil. Et dans son ouvrage, elle nous dit ceci, lorsque les crimes dont il s'agit n'impliquent qu'un seul État, et que la notion de crime contre l'humanité n'est pas clairement établie, qui avait été notamment votre développement, il est préférable que tout pays concerné assume sa propre justice, avec sans doute ses propres modes de régulation. Bon, en Afrique du Sud, je pense que cela n'a pas... L'objectif, je pense, a été atteint, tout au moins, et maintenant le flux générationnel peut-être fait le reste. Voilà, je pense que c'est également important. Voilà, donc merci encore.